Le parfum de jasmin et d'épices flottait dans l'air matinal du quartier privilégié de la Condamine, à Monaco. La lumière du soleil filtrait à travers les hauts palmiers qui bordaient les chemins de marbre immaculés de la Villa Beau Soleil, demeure de l'un des hommes les plus influents de la Méditerranée, monsieur Philippe Dufresne. La villa bourdonnait d'activité, les femmes de chambre s'affairaient, les chefs murmuraient dans les cuisines étincelantes, et les gardes de sécurité se tenaient impassibles près de chaque arcade. Parmi eux évoluait Élodie Benali, 27 ans, une femme de ménage aux yeux marrons doux et aux chaussures usées. Son uniforme était soigneusement repassé, ses cheveux attachés sous un foulard modeste, et ses yeux en disaient plus que ses lèvres ne l'avaient jamais fait. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle arrivait pour nettoyer les interminables couloirs de verre et de marbre. Mais aujourd'hui, ses mains tremblaient. Ce n'était pas le travail, c'étaient les murmures qu'elle avait entendus, des chuchotements à propos d'être remplacés, encore une fois. Dans le jardin d'hiver, un cri perça l'air. « Juliette !» s'écria l'une des nounous. La fille de monsieur Dufresne, Juliette, une fillette de 8 ans atteinte de trisomie 21, était assise par terre en pleurs, les mains sur les oreilles. Plusieurs membres du personnel restaient paralysés, incertains de la façon de l'approcher. Élodie laissa tomber sa serpillière et marcha lentement vers la petite fille. Elle ne parla pas. Elle s'assit simplement près d'elle et commença à fredonner doucement, une vieille berceuse de son enfance à Marseille. Le son flottait délicatement, se mêlant au vent et au bruissement des feuilles. Juliette cessa de sangloter. Lentement, elle rampa sur les genoux d'Élodie, s'accrochant à son foulard. Depuis un balcon voisin, Philippe Dufresne se tenait en silence, les bras croisés. Son costume sur mesure captait la lumière du soleil et ses yeux sombres se plissèrent tandis qu'il observait la scène. Pour lui, Élodie n'était qu'une femme de ménage sans visage au service de sa maison. Mais pour la première fois, quelque chose dans son regard vacilla, tandis qu'Élodie soulevait Juliette et lui murmurait des mots apaisants en français, monsieur Dufresne se retourna et s'éloigna, sans rien dire. Mais son silence portait un poids bien plus lourd que des mots. Élodie avait remarqué ce regard, mais n'osait pas y accorder trop d'importance. Dans sa position, l'espoir était un luxe dangereux. Pourtant, ce moment avec Juliette avait réveillé quelque chose en elle. Un souvenir de sa cousine Samira, elle aussi trisomique, qu'elle avait aidée à élever avant son départ de Marseille. La journée continua comme toutes les autres. Élodie nettoya les vitres immenses donnant sur la Méditerranée, polit les poignées de porte en laiton et épousseta les étagères remplies de livres que personne ne lisait. La villa entière brillait sous ses soins attentifs, mais personne ne semblait le remarquer. À midi, alors qu'elle prenait une courte pause dans la petite salle réservée au personnel, Madame Girard, la gouvernante principale, entra avec son carnet habituel. « Élodie, Madame Laurent, la nounou de Juliette souhaite te parler. Elle t'attend dans la salle de jeu. » Élodie acquiesça silencieusement, essuyant ses mains sur son tablier. Son cœur battait la chamade. Était-ce pour la réprimander d'être intervenue ce matin? Dans la salle de jeu aux couleurs vives, Madame Laurent, une femme mince aux cheveux gris et au visage sévère, attendait. Juliette jouait tranquillement avec des blocs de construction dans un coin. « Comment avez-vous fait » demanda-t-elle sans préambule. Élodie cligna des yeux, confuse. « Pardon ?»« Ce matin, avec Juliette. Nous n'arrivons jamais à la calmer quand elle a ses crises. Jamais aussi rapidement. » Élodie regarda Juliette qui leva les yeux et lui sourit timidement. « Ma cousine était comme elle. J'ai appris que parfois, ce dont ils ont besoin, c'est juste quelqu'un qui ne leur demande pas de changer. » Madame Laurent l'étudia longuement. « Monsieur Dufresne est veuf depuis 3 ans. Juliette n'a plus sa mère et nous sommes tous dépassés. Les spécialistes viennent et repartent. Rien ne fonctionne. » Un silence s'installa entre elles, lourd de non-dits et de possibilités. « Pourriez-vous passer du temps avec elle, pendant vos pauses ?» La voix de Madame Laurent trahissait son désespoir. Élodie regarda ses mains rugueuses, marquées par des années de travail dur. Elle pensait à son petit appartement dans le vieux Nice qu'elle partageait avec 2 autres femmes.
Elle pensait à l'argent qu'elle envoyait chaque mois à sa mère et à son frère Karim, qui étudiait la médecine à Marseille. Elle pensait au peu de temps qu'elle avait pour elle-même. Puis, elle regarda Juliette. « Bien sûr, » dit-elle simplement. Ce soir-là, en quittant la villa, Élodie sentit le poids du regard de M. Dufresne depuis la fenêtre de son bureau. Il n'avait pas dit un mot de la journée, mais ses yeux suivaient maintenant la silhouette modeste qui traversait la cour pavée. Pour la première fois en 3 ans, quelque chose d'autre que le chagrin et les affaires occupait ses pensées. Et dans la nuit méditerranéenne, alors que les lumières de Monaco scintillaient comme des étoiles tombées sur terre, 2 âmes solitaires contemplaient l'avenir avec une émotion qu'elles n'avaient pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Élodie était née dans les ruelles étroites de La Joliette, un quartier populaire au bord de la mer à Marseille. Le son des bateaux dans le vieux port avait bercé son enfance, tout comme l'odeur de la bouillabaisse que sa grand-mère préparait le dimanche. Son père, Ahmed Ben Ali, avait quitté ce monde quand elle avait 5 ans, emporté par un accident sur les docks où il travaillait. Sa mère, Sophie, d'origine française, s'était retrouvée seule à élever 2 enfants en nettoyant des chambres d'hôtel sur la Canebière. Malgré leur pauvreté, Élodie avait grandi, entourée de chaleur, de chansons méditerranéennes et des histoires de sa grand-mère paternelle, venue d'Algérie avec ses recettes et ses contes sous le bras. C'était elle qui lui avait appris cette berceuse, mi-française, mi-arabe, qui avait calmé Juliette. À 17 ans, Élodie avait commencé à faire des ménages pour payer l'école de son frère. À 22 ans, elle avait quitté Marseille pour Nice, puis Monaco, poussée par la promesse silencieuse qu'elle avait faite sur la tombe de sa grand-mère, « Je ferai quelque chose de ma vie ». Mais en 5 ans, elle était passée de villa en villa, nettoyant des sols, évitant les regards et apprenant à disparaître. Elle ne se plaignait jamais. Pas même quand les riches invités se moquaient de son accent marseillais ou quand le personnel ricanait de ses mains calleuses. Elle trouvait du réconfort dans une seule chose, les appels nocturnes avec son frère Karim, qui étudiait maintenant la médecine, et le petit journal intime où elle écrivait des rêves qu'elle n'osait jamais exprimer à haute voix. Un mardi soir, alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, Élodie s'assit sur un banc du petit parc près de son appartement. Le ciel se teintait d'orange et de rose, rappelant les couleurs des maisons du Panier à Marseille. Elle composa le numéro de Karim sur son téléphone usé. « Alors, grande sœur, comment va la vie chez les riches ?» plaisanta-t-il après les salutations habituelles. « Toujours pareil, je frotte, il brille », répondit-elle avec un sourire dans la voix. Puis après une hésitation, « Mais il y a cette petite fille », elle lui raconta Juliette, la berceuse, et ses moments passés ensemble depuis 2 semaines. Comment la fillette s'illuminait en la voyant, comment elle avait appris à reconnaître les signes avant-coureurs des crises, comment elle arrivait à la guider doucement vers le calme. « Tu as toujours eu ce don », dit Karim doucement, comme avec Samira. Samira, leur cousine, la fille de leur tante Fatima. Trisomique elle aussi, elle avait passé tous ses étés avec eux jusqu'à son décès à l'âge de 15 ans. C'était auprès d'elle qu'Élodie avait appris la patience, le toucher qui rassure et le pouvoir des berceuses. « Parfois je me demande pourquoi je fais tout ça », murmura Élodie, regardant les lumières de Monaco au loin. « Je nettoie, je disparais, j'envoie de l'argent. Est-ce que je vis vraiment, Karim ?»« Tu permets à d'autres de vivre, Élodie. Moi, maman. Et maintenant cette petite fille. Ne sous-estime jamais ça. » Ces mots la réchauffèrent comme un rayon de soleil d'hiver. Le lendemain matin, alors qu'Élodie passait l'aspirateur dans le grand salon, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle se trouva face à M. Dufresne lui-même. Grand, les tempes grisonnantes, il portait un costume bleu marine impeccable qui contrastait avec ses traits fatigués. « Mademoiselle Ben Ali !» Élodie éteignit rapidement l'aspirateur, le cœur battant. « Monsieur, Madame Laurent m'informe que vous passez du temps avec ma fille. » Elle baissa les yeux. « Je suis désolé si j'ai dépassé, mais ne vous excusez pas, » l'interrompit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Je voulais vous remercier. C'est la première fois depuis le décès de sa mère
que je la vois aussi. Sereine, un silence s'installa entre eux, épais comme le brouillard matinal sur le port. « J'ai une cousine qui était comme elle », offrit finalement Élodie, osant lever les yeux. On apprend à voir le monde différemment à leur côté. Quelque chose passa dans le regard de l'homme, peut-être de la surprise, peut-être de la curiosité. Pour la première fois, il semblait vraiment la voir. « Effectivement », murmura-t-il, puis, se redressant, « Continuez votre travail, mademoiselle Ben Ali. »« Eh bien, merci. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Les jours suivants, Élodie remarqua de petits changements. Son horaire avait été ajusté pour qu'elle puisse passer 1 heure chaque après-midi avec Juliette. Une nouvelle tenue de travail, plus confortable, avait été déposée dans son casier. Et parfois, quand elle lisait à Juliette dans le jardin, elle sentait le regard de M. Dufresne sur elle depuis son bureau. Un jour, alors qu'elle aidait Juliette à dessiner, la petite fille lui tendit un crayon rouge. « Dessine-toi, Élodie », demanda-t-elle de sa voix douce et légèrement hésitante. « Pourquoi moi ? Parce que tu es importante. » Ces mots simples ébranlèrent Élodie jusqu'au cœur. Importante. Quand était-elle devenue importante pour la dernière fois ? Ce soir-là, dans son petit appartement, Élodie écrivit dans son journal « Peut-être », murmura-t-elle en regardant les étoiles au-dessus de la côte d'Azur, « Dieu n'oublie pas les invisibles. » Pourtant, malgré ces moments de grâce, Élodie restait consciente de sa place. Les autres membres du personnel la regardaient différemment maintenant, certains avec envie, d'autres avec suspicion. Madame Girard, en particulier, semblait agacée par l'attention que recevait cette simple femme de ménage. « N'oublie pas qui tu es », lui rappela-t-elle un jour, alors qu'Élodie retournait à ses tâches, après avoir passé du temps avec Juliette. Tout cela pourrait disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Élodie acquiesça poliment, mais au fond d'elle, une petite flamme s'était allumée, non pas d'ambition ou d'orgueil, mais de dignité retrouvée. Pour la première fois depuis des années, elle marchait la tête un peu plus haute, le dos un peu plus droit. Et dans son cœur, sans qu'elle ose encore se l'avouer, un espoir fou commençait à prendre racine. Celui de trouver sa place, non pas comme une ombre qui nettoie et disparaît, mais comme une présence qui apporte lumière et réconfort. 2 semaines plus tard, tout s'écroula. Le ciel de Monaco s'était couvert de nuages gris, annonciateur d'un orage méditerranéen. Élodie venait de terminer le nettoyage des salles de bain quand Madame Girard l'approcha, son visage pincé, trahissant une certaine satisfaction malgré son ton professionnel. « Mademoiselle Ben Ali, Monsieur Ricard souhaite vous voir immédiatement dans son bureau. » Monsieur Ricard était l'assistant personnel de Monsieur Dufresne, un homme sec, au regard froid qui parlait rarement au personnel subalterne. Élodie sentit une boule se former dans sa gorge, tandis qu'elle descendait les escaliers de service. Le bureau était austère, avec pour seule décoration des classeurs métalliques et un portrait du prince de Monaco. L'air était froid, chargé du bourdonnement des lumières fluorescentes et de l'odeur d'encens qui brûlait dans un petit brûleur sur l'étagère. Monsieur Ricard ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Vous êtes réaffecté à l'entretien des caves et du local de stockage dans la cour inférieure », annonça-t-il d'un ton plat, tamponnant un document. « Mais, Juliette, » murmura Élodie, le cœur battant, « nouveau protocole. Ce n'est plus votre affaire, » trancha-t-il. « Vous commencez demain à 6 heures. Vous pouvez disposer. » Élodie regagna sa salle de pause, le document de réaffectation tremblant entre ses mains. Les caves étaient humides, infestées de moisissures et loin de la maison principale. Une punition silencieuse pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Dans le couloir, elle croisa Madame Laurent qui portait un plateau de médicaments. « Que s'est-il passé ?» demanda Élodie, la voix brisée. La nounou regarda autour d'elle nerveusement. « Madame Girard a parlé à Monsieur Ricard. Elle a dit que vous dépassiez vos fonctions, que vous perturbiez les routines établies. » Elle baissa la voix. « Je suis désolée, Élodie. J'ai essayé de leur expliquer que Juliette a besoin de vous, mais... » Un cri déchirant interrompit leur conversation. Au bout du couloir, Juliette était assise par terre, refusant d'entrer dans sa chambre pour sa sieste.
Une nouvelle nounou, que Élodie n'avait jamais vue auparavant, tentait maladroitement de la calmer. « Élodie, je veux Élodie !» pleurait la petite fille. Instinctivement, Élodie fit un pas vers elle, mais Madame Laurent lui saisit doucement le bras. « N'y va pas, tu vas aggraver les choses pour toi. » Le cœur brisé, Élodie observa la scène, impuissante. La nouvelle nounou essaya, une psychologue fut appelée, mais l'enfant criait de plus en plus fort à chaque tentative. Cachée derrière une colonne, Élodie regardait en silence, les larmes aux yeux. Sa poitrine semblait vide. Tout ce qui lui restait était sa dignité, et maintenant même cela semblait lui échapper. Ce soir-là, elle ne prit pas son bus habituel. Elle marcha le long de la côte, laissant le vent marin sécher ses larmes. Monaco scintillait dans la nuit comme un joyau inaccessible. Comment avait-elle pu oublier sa place, même un instant? Dans son petit appartement, pour la première fois depuis des années, elle ne téléphona pas à Karim. Elle ne voulait pas qu'il entende le désespoir dans sa voix. Elle s'assit sur son lit, regardant fixement le mur écaillé. Mais alors elle le vit. Glissé dans la poche de son uniforme se trouvait un petit dessin. Une femme et une petite fille, se tenant la main. L'écriture de Juliette, griffonnée au crayon de couleur. Élodie serra le papier contre sa poitrine et pour la première fois de la journée, elle sourit à travers ses larmes. « Je te vois », semblait dire le dessin. Et soudain, quelque chose s'éveilla en elle. Le lendemain matin, elle se présenta à 6 heures précises à l'entrée des caves, un balai à la main. Le gardien de nuit, un vieil homme nommé Marcel, lui ouvrit la porte avec un regard compatissant. « Je t'ai préparé un café, petite. Il fait froid là-dedans. » Élodie le remercia d'un sourire triste et commença son travail dans la pénombre humide. Les heures passèrent lentement, marquées par le bruit des gouttes d'eau tombant du plafond et le grincement des vieilles canalisations. À midi, elle fit une pause, assise sur une caisse en bois, mangeant son sandwich en silence. C'est alors qu'elle entendit des pas dans l'escalier. Lourd, déterminé. Monsieur Dufresne apparut dans l'encadrement de la porte, son costume impeccable contrastant violemment avec l'environnement délabré. Ses yeux balayèrent la pièce avant de se poser sur elle. Il semblait à la fois en colère et confus. « Mademoiselle Benali, que faites-vous ici ?» Élodie se leva précipitamment et poussetant son uniforme. « Ma nouvelle affectation, monsieur. »« Nouvelle affectation ?» répéta-t-il fronçant les sourcils. Avant qu'elle ne puisse répondre, des cris d'enfants résonnèrent à l'étage. Juliette. Une voix féminine tentait de la calmer, sans succès. Monsieur Dufresne ferma brièvement les yeux, comme submergé par la fatigue. Puis il fixa Élodie intensément. « Venez avec moi. » Maintenant, elle le suivit à travers les couloirs de service, puis les escaliers principaux. Les membres du personnel s'écartaient sur leur passage, chuchotant derrière leurs mains. Dans le grand salon, Juliette était en pleine crise, recroquevillée sous une table, tandis que Madame Girard, Monsieur Ricard et une femme inconnue en tailleur tentaient de l'approcher. « Assez !» tonna Monsieur Dufresne. Tout le monde se figea. Il se tourna vers Élodie. « Aidez-la !» Sans hésitation, Élodie s'approcha de la table et s'agenouilla, fredonnant doucement la berceuse familière. Juliette leva les yeux, son visage ravagé de larmes, s'illuminant instantanément. « Élodie !» Elle se précipita dans ses bras. Élodie la serra contre elle, murmurant des mots apaisants en français mêlés d'arabe, comme sa grand-mère le faisait pour elle. Dans un silence pesant, Monsieur Dufresne observa la scène. Les minutes passèrent. « J'ai engagé 10 spécialistes, dit-il enfin, sa voix plus douce maintenant. Elle ne sourit qu'avec vous. » Élodie ne répondit pas. Elle continua simplement à fredonner la berceuse. Monsieur Dufresne se tourna vers Madame Girard et Monsieur Ricard, qui semblaient soudain très mal à l'aise. « Qui a autorisé ce transfert ?» Un silence coupable lui répondit. « Je vois, » dit-il froidement. « Nous en discuterons plus tard. » Il se tourna vers Élodie. « Pourquoi n'avez-vous pas protesté quand ils vous ont déplacé ?» Élodie leva les yeux, tenant toujours Juliette. Parce que la dignité n'a pas de voix quand le pouvoir refuse d'écouter. Il la fixa longuement, quelque chose changeant dans son regard. Puis il se tourna vers son assistant.
Annulez cette réaffectation immédiatement et préparez un nouveau contrat pour mademoiselle Benali. Quel poste, monsieur? Demanda monsieur Ricard, nerveux. Assistante personnelle de Juliette, avec salaire et logement en conséquence. Les yeux de madame Girard s'écarquillèrent. Monsieur Ricard pâlit. Élodie resta immobile, n'osant pas croire ce qu'elle entendait. « Et une chose encore » ajouta monsieur Dufresne, regardant directement madame Girard. « Mademoiselle Benali rapportera directement à moi désormais. » « Est-ce clair ?»« Parfaitement clair, monsieur, » répondit-elle, la voix tendue. Lorsque tous se retirèrent, Élodie resta seule avec Juliette et monsieur Dufresne. La petite fille s'était calmée et jouait maintenant avec le pendentif qu'Élodie portait autour du cou, un simple croissant de lune en argent que sa mère lui avait offert. « Merci », dit simplement monsieur Dufresne. Élodie hocha la tête, encore sous le choc. « Vous avez vu ma fille quand tout le monde la regardait sans la voir, » continua-t-il. « Et peut-être avez-vous vu quelque chose en moi aussi que j'avais oublié. » Et à cet instant précis, alors que le soleil perçait enfin à travers les nuages pour illuminer la pièce, Élodie comprit que le vent commençait à changer. Le lendemain matin, un orage s'abattit sur Monaco. Le tonnerre résonnait entre les immeubles de luxe et la pluie dansait sur les dômes de verre de la Villa Beausoleil. La mer, habituellement d'un bleu limpide, s'était transformée en une masse grise et tumultueuse qui frappait violemment les rochers de la côte. Élodie se réveilla tôt, encore sous le choc des événements de la veille. Elle n'avait pas osé appeler Karim, craignant que tout cela ne soit qu'un rêve qui s'évanouirait au premier rayon du soleil. Pourtant, lorsqu'elle arriva à la villa, trempée malgré son parapluie bon marché, madame Laurent l'accueillit avec un sourire chaleureux qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. « Bonjour, Élodie. Monsieur Ricard t'attend dans son bureau pour discuter de ton nouveau contrat. » Les mots résonnèrent étrangement à ses oreilles. « Nouveau contrat », comme si sa vie entière avait basculé en l'espace d'une journée. Dans le bureau austère, monsieur Ricard semblait avoir perdu de sa superbe. Il lui présenta les documents sans la regarder dans les yeux, expliquant d'une voix monocorde les termes de son nouveau poste. Assistante éducative et accompagnatrice personnelle de mademoiselle Juliette Dufresne. Le salaire indiqué la fit presque suffoquer, 3 fois ce qu'elle gagnait comme femme de ménage. Vous pouvez emménager dans l'aile Est dès aujourd'hui, conclut-il. Vos affaires ont déjà été transférées. Mes affaires? Répéta Élodie, abasourdie. Monsieur Dufresne a envoyé quelqu'un à votre appartement ce matin. Tout a été arrangé avec votre propriétaire. Elle signa les papiers d'une main tremblante, se demandant si elle devait se sentir reconnaissante ou violée dans son intimité. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, la porte s'ouvrit sur une jeune femme en tailleur noir. « Mademoiselle Benali, je suis Camille, l'assistante personnelle de monsieur Dufresne. Il souhaite vous voir immédiatement dans l'aile privée. » Le cœur battant, Élodie suivit Camille à travers des couloirs qu'elle avait nettoyés pendant des mois sans jamais oser y attarder son regard. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art contemporaines, les sols recouverts de tapis persans aux motifs complexes. L'odeur subtile de bois de santal et de livres anciens remplaçait celle des produits d'entretien qu'elle connaissait si bien. Elles s'arrêtèrent devant une double porte en bois sombre. Camille frappa doucement. « Entrez !» répondit la voix grave de monsieur Dufresne. Le salon privé était plus chaleureux que ce à quoi Élodie s'attendait. Des étagères remplies de livres couvraient les murs. Un feu crépitait dans la cheminée malgré la saison, et de larges baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur la mer déchaînée. Juliette était assise sur un tapis moelleux, jouant avec des blocs de construction. Monsieur Dufresne se tenait debout près de la fenêtre, contemplant l'orage. « Ah, mademoiselle Benali, dit-il en se tournant vers elle. Ou devrais-je dire Élodie ?» Il semblait différent ici, dans l'intimité de ses quartiers, plus détendu, moins imposant. Il portait un simple pull en cachemire gris sur un pantalon noir, loin des costumes formels qu'il arborait habituellement. « J'imagine que monsieur Ricard vous a expliqué votre nouvelle situation. »« Oui, monsieur, » répondit-elle, mal à l'aise dans ce cadre inconnu. « Mais c'est très soudain. Les meilleures décisions le sont souvent. »
dit-il avec un léger sourire. Juliette vous a réclamé toute la matinée. Comme pour confirmer ses paroles, la petite fille leva les yeux et, apercevant Élodie, laissa échapper un cri de joie. Elle se précipita vers elle, ses petits bras s'enroulant autour de ses jambes. « Tu es revenue !» s'exclama-t-elle, son visage rayonnant. Élodie s'accroupit pour se mettre à son niveau, le cœur gonflé d'une émotion qu'elle peinait à contenir. « Bien sûr que je suis revenue, ma puce !» Monsieur Dufresne les observait en silence, une expression indéchiffrable sur le visage. Puis il fit signe à Élodie de s'asseoir sur l'un des fauteuils en cuir, près de la cheminée. « J'aimerais vous voir travailler avec elle, » dit-il simplement. « Montrez-moi ce que vous faites. » Pendant l'heure qui suivit, Élodie fit ce qu'elle faisait toujours avec Juliette, sans artifice, sans prétention. Elle chanta, raconta des histoires, dessina. Elle utilisa les blocs pour construire un petit château, expliquant patiemment à Juliette comment équilibrer les pièces. Elle la guida à travers un petit exercice de motricité que sa cousine Samira adorait, transformant l'apprentissage en jeu. Monsieur Dufresne ne disait rien, mais ses yeux ne les quittaient pas. Parfois, il prenait des notes sur un petit carnet. D'autres fois, il se contentait d'observer, le menton appuyé sur ses mains jointes. Dehors, l'orage s'intensifiait. Un éclair particulièrement violent illumina la pièce, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Juliette sursauta terrifiée et se jeta dans les bras d'Élodie. « J'ai peur » gémit-elle, tremblante. « Je sais, ma puce » murmura Élodie, la berçant doucement. « Tu sais ce que ma grand-mère me disait quand j'avais peur de l'orage. Elle disait que c'était juste le ciel qui déplaçait ses meubles. Les éclairs, c'est quand il allume la lumière pour voir où il met les choses, et le tonnerre, c'est le bruit des chaises qu'il fait glisser sur le sol. » Juliette leva des yeux étonnés vers elle. « Vraiment ? Vraiment. Et demain, quand l'orage sera parti, le ciel sera tout propre et brillant parce qu'il aura fait son grand ménage. » La petite fille sourit, rassurée par cette explication fantaisiste. Bientôt, elle s'endormit dans les bras d'Élodie, épuisée par les émotions de la journée. Un silence confortable s'installa dans la pièce, ponctué seulement par le crépitement du feu et la respiration régulière de Juliette. Élodie leva enfin les yeux vers Monsieur Dufresne, qui la regardait avec une intensité troublante. « Comment faites-vous » demanda-t-il doucement pour ne pas réveiller sa fille. « Je ne fais rien de spécial » répondit Élodie avec sincérité. « Je la traite simplement comme un être humain, pas comme un problème à résoudre. » Il hocha lentement la tête, comme si cette simple vérité venait de lui ouvrir les yeux sur quelque chose d'essentiel. « Sa mère savait faire ça, » dit-il, la voix légèrement brisée. Élisabeth avait ce don de voir au-delà des apparences. C'était la première fois qu'il mentionnait sa défunte épouse. Élodie ne savait pas quoi répondre. Alors elle garda le silence, caressant doucement les cheveux de Juliette. « Vous savez, » reprit-il après un moment, « j'ai engagé les meilleurs spécialistes d'Europe, des thérapeutes renommés, des éducateurs avec des diplômes impressionnants. Ils ont tous échoué là où vous avez réussi, sans effort. »« Pas sans effort, » corrigea doucement Élodie, « avec amour. C'est différent. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une compréhension mutuelle, un respect naissant. « J'ai fait une erreur en vous laissant être traité comme vous l'avez été, » admit-il. « Cela ne se reproduira plus. » Dehors, la pluie commençait à s'apaiser. Un rayon de soleil perça timidement à travers les nuages, illuminant la pièce d'une lumière dorée. « Bienvenue dans votre nouvelle vie, Élodie » dit Monsieur Dufresne avec un sourire qui atteignait enfin ses yeux. Et à cet instant précis, bercée par la chaleur du feu et le poids rassurant de Juliette dans ses bras, Élodie sentit qu'une porte s'était ouverte, une porte qu'elle n'avait jamais osé imaginer, encore moins franchir. 2 semaines plus tard, la Villa Beausoleil bourdonnait d'une effervescence inhabituelle. La Fondation Dufresne pour les enfants exceptionnels, créée par Philippe après la naissance de Juliette, célébrait son gala annuel, un événement prestigieux qui attirait l'élite monégasque et européenne. Des fleurs fraîches ornaient chaque recoin de la propriété, des serveurs en veste blanche s'affairaient entre les préparatifs et une scène avait été dressée dans le grand jardin face à la mer. Pour Élodie,
ces 2 semaines avaient été un tourbillon d'ajustements. Sa petite chambre dans l'aile et de la villa, bien que modeste comparée aux autres appartements, lui semblait un palais après son logement précédent. Chaque matin, elle se réveillait encore incrédule, touchant les draps de coton égyptien pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Son nouveau rôle d'assistante éducative lui donnait une légitimité que même Madame Girard ne pouvait plus contester, bien que celle-ci continuât à lui lancer des regards glacials lorsqu'elles se croisaient. Mais ce qui avait le plus changé, c'était sa relation avec Juliette. Libérée des contraintes de son ancien poste, Élodie pouvait désormais consacrer tout son temps à développer le potentiel de la petite fille. Ensemble, elles avaient établi une routine faite d'apprentissage ludique, de promenades au bord de la mer et de sessions de musique, Juliette montrant un talent surprenant pour le chant. Ce matin-là, tandis que les derniers préparatifs du gala battaient leur plein, Élodie aidait Juliette à répéter dans sa chambre. La petite fille, vêtue d'une simple robe d'intérieur, fredonnait une comptine française qu'Élodie lui avait apprise. « Encore une fois, ma puce », encourageait doucement Élodie. « À la Clairefontaine, m'en allant promener », chantonna Juliette de sa voix claire et légèrement hésitante. « J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. » La porte s'ouvrit doucement, révélant M. Dufresne. Ces derniers temps, il passait de plus en plus de temps avec sa fille, réapprenant à être père après des années de distance émotionnelle. Il observa la scène en silence, un sourire doux aux lèvres. « C'est magnifique, Juliette », dit-il en applaudissant. La petite fille se tourna vers lui, rayonnante. « Papa, tu as entendu ? Je chante pour de vrai maintenant. J'ai entendu, ma chérie, et j'ai eu une idée. » Il s'approcha, s'accroupissant pour être à son niveau. « Que dirais-tu de chanter ce soir, pendant le gala, sur la scène, devant tout le monde ?» Les yeux de Juliette s'écarquillèrent, mêlant excitation et appréhension. « Devant les gens importants ?»« Oui, les gens importants. Pour montrer à tout le monde à quel point tu es extraordinaire. » Juliette se tourna vers Élodie, cherchant son approbation. « Tu seras avec moi ?»« Bien sûr, ma puce, toujours. » Plus tard dans la journée, alors que le soleil commençait à décliner sur la Méditerranée, les invités arrivèrent. Ministres, entrepreneurs, célébrités et membres de la famille princière monégasque défilèrent sur le tapis rouge, déroulé à l'entrée de la villa. Des photographes immortalisaient l'événement, leurs flashs illuminant la façade néoclassique comme des éclairs silencieux. Dans la petite loge improvisée près de la scène, Élodie mettait la dernière touche à la tenue de Juliette, une robe blanche, simple mais élégante, ornée de petites fleurs bleues, assorties au ruban qui retenait ses cheveux. La petite fille semblait nerveuse, jouant avec l'ourlet de sa robe. « Et si j'oublie les mots ?» murmura-t-elle, la lèvre tremblante. Élodie s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Alors je serai là pour te les souffler. Mais tu sais quoi ? Même si tu oublies, même si tu ne chantes pas du tout, tu seras quand même la plus merveilleuse des petites filles sur cette scène. Parce que je suis courageuse. » Exactement. Et le courage, c'est quoi déjà? C'est quand on a peur, mais qu'on essaie quand même, récita Juliette avec un sourire timide. Élodie sourit, lui ajustant une mèche de cheveux. Voilà. Et ce soir, peu importe ce qui se passe, je serai tellement fier de toi que mon cœur pourrait exploser. Dehors, la voix de M. Dufresne résonna dans les microphones alors qu'il accueillait les invités et présentait le travail de sa fondation. Bientôt, ce serait leur tour. Mademoiselle Ben Ali, appela Camille depuis la porte. Vous êtes prête? C'est à vous dans 2 minutes. Élodie hocha la tête, sentant son propre cœur s'accélérer. Elle n'avait pas prévu d'être sous les projecteurs ce soir. La main de Juliette serra la sienne alors qu'elle se dirigeait vers les coulisses. De l'autre côté du rideau, des centaines de personnes attendaient, leur conversation formant un bourdonnement continu. « Et maintenant, » annonça M. Dufresne, sa voix chargée d'une émotion inhabituelle, « j'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial. Ma fille, Juliette. » Un silence respectueux s'installa tandis que le rideau s'ouvrait. Juliette s'avança lentement, tenant fermement la main d'Élodie.
Sous les lumières douces, elle semblait presque irréelle, comme une petite fée dans sa robe blanche. Il y eut quelques murmures dans l'assistance. Beaucoup savaient que la fille de Philippe Dufresne était trisomique, mais peu l'avaient vue en public. Certains regards exprimaient la pitié, d'autres la curiosité. Mais quand Juliette commença à chanter, guidée par les doux encouragements d'Élodie à ses côtés, quelque chose de magique se produisit. Sa voix, claire et pure comme le cristal, s'éleva dans l'air du soir. Pas parfaite, avec quelques hésitations, mais d'une sincérité désarmante. À la Clairefontaine, m'en allant promener, les premières notes provoquèrent la surprise, puis l'émotion. Des sourires apparurent sur les visages. Quelques larmes brillèrent sous les lumières. Dans le public, même les plus cyniques semblaient touchés par cette performance inattendue. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence suspendu plana sur l'assemblée. Puis, comme une vague, les applaudissements déferlèrent, d'abord hésitants, puis chaleureux, puis tonitruants. Juliette souriait, rayonnante sous l'ovation, serrant toujours la main d'Élodie comme une ancre dans cette mer d'attention. Monsieur Dufresne monta sur scène, les yeux brillants. Il prit le micro. « Ce soir, vous avez été témoin d'un miracle », commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Mais le miracle n'est pas seulement ma fille. C'est aussi celle qui a cru en elle quand personne d'autre ne le faisait. » Il se tourna vers Élodie, qui resta figée, son cœur battant à tout rompre. Beaucoup voient avec leurs yeux, peu voient avec leur cœur. Cette femme m'a rappelé ce que signifie véritablement diriger, ce que signifie être humain. Il regarda la foule, où des journalistes prenaient frénétiquement des notes. À partir de ce jour, Élodie Ben Ali n'est plus une simple employée de cette maison. Elle est officiellement la directrice du programme éducatif de la Fondation Dufresne et une personne que je suis fier d'appeler une amie. Des exclamations de surprise, des chuchotements. Le personnel de service rassemblé au fond de la salle baissa les yeux. Madame Girard semblait avoir avalé quelque chose d'amer. Élodie resta immobile, stupéfaite. Une larme glissa sur sa joue, et à cet instant, devant l'élite de Monaco et au-delà, l'invisible devint inoubliable. Plus tard, dans la soirée, alors que les invités se dispersaient et que Juliette dormait paisiblement, épuisée par l'excitation de la journée, Élodie se retrouva sur la terrasse, contemplant les lumières de la côte qui se reflétaient dans la mer sombre. Elle n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé. « Je vous dérange ?» demanda Monsieur Dufresne, s'approchant avec 2 coupes de champagne. « Non, pas du tout », répondit-elle, acceptant le verre qu'il lui tendait. « À votre nouveau départ », proposa-t-il en levant sa coupe. Élodie sourit, émue, à Juliette qui nous a réunis. Ils burent en silence, regardant les étoiles au-dessus de la Méditerranée. « Vous savez, » dit finalement Monsieur Dufresne, « certains diront que je suis fou de confier un tel poste à quelqu'un sans diplôme prestigieux. »« Le diront-ils » demanda Élodie, soudain inquiète. « Sans aucun doute, mais ils se trompent. » Il se tourna vers elle, son regard intense dans la pénombre. « Les diplômes ne mesurent pas la compassion, ni l'intuition, ni la capacité à voir au-delà des apparences. Ces qualités-là, Élodie, vous les possédez plus que quiconque que j'ai rencontré. » Dans la douce brise marine, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux, une compréhension mutuelle, un respect profond et peut-être le début de quelque chose de plus. 6 mois s'écoulèrent comme un rêve éveillé. L'automne céda la place à l'hiver, puis au printemps. Les jardins de la Villa Beausoleil s'épanouirent en explosions de couleurs. Azalées roses, jasmin blanc et bougainvillées violettes cascadant sur les murs de pierre. La mer Méditerranée changeait de teinte avec les saisons, passant du bleu profond au turquoise éclatant sous le soleil d'avril. Élodie occupait désormais un petit appartement dans l'aile est de la villa, avec sa propre terrasse donnant sur la mer. Ses murs, autrefois nus, s'étaient couverts de dessins de Juliette, de photographies de Marseille et d'une bibliothèque grandissante de livres sur l'éducation spécialisée. Son salaire, plus élevé qu'elle n'aurait jamais osé rêver,
lui permettait non seulement d'envoyer de l'argent à sa famille, mais aussi de suivre des cours du soir à l'université de Nice pour obtenir un diplôme en éducation spécialisée. Mais la plus grande transformation n'était pas matérielle. C'était la façon dont les gens la regardaient désormais avec respect, avec considération. Les mêmes personnes qui l'avaient jadis ignorée la saluaient maintenant avec déférence. Madame Girard avait finalement quitté la villa, remplacée par une gouvernante plus jeune et plus aimable nommée Sophie. Et Monsieur Ricard, l'assistant de Dufresne, s'adressait à elle avec une politesse soigneusement calculée. Juliette, quant à elle, s'épanouissait. Sous la tutelle patiente d'Élodie, elle avait fait des progrès remarquables, apprenant à lire des textes simples, à compter jusqu'à 100, et même à jouer quelques morceaux basiques au piano. Sa confiance en elle grandissait chaque jour, tout comme son indépendance. Elle n'était plus la petite fille effrayée qui se cachait sous les tables, mais une enfant joyeuse qui courait dans les jardins en riant. Ce matin de printemps, Élodie et Juliette prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse commune, profitant de la douceur matinale. Juliette tartinait consciencieusement son pain de confiture d'abricot, la langue tirée par la concentration, tandis qu'Élodie parcourait le programme de la journée. « Bonjour, mes deux préférés », lança Monsieur Dufresne en les rejoignant, déposant un baiser sur le front de sa fille. « Papa !» s'exclama Juliette avec enthousiasme. « Regarde, j'ai fait ma tartine toute seule. Je vois ça, ma princesse, c'est un chef-d'œuvre. » Il s'assit à leur table, acceptant avec un sourire la tasse de café qu'Élodie lui tendait. Ces derniers mois, une routine confortable s'était installée entre eux trois. Des petits déjeuners partagés, des promenades du dimanche sur la plage, des soirées tranquilles à jouer à des jeux de société. Philippe, comme il insistait maintenant pour qu'Élodie l'appelle, semblait rajeuni, plus détendu, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. « Alors, quel est le programme aujourd'hui ?» demanda-t-il en sirotant son café. « Juliette a sa session avec la logopédiste à 10 heures, répondit Élodie. Puis nous irons visiter cette nouvelle école dont je vous ai parlé, celle qui pratique l'inclusion complète. Et après, la plage, ajouta Juliette avec espoir. Élodie et Philippe échangèrent un sourire complice. Si tu travailles bien avec Madame Moreau, alors oui, la plage ensuite, confirma Élodie. Juliette termina rapidement son petit déjeuner et fila se préparer, laissant les deux adultes seuls dans le silence confortable du matin. « J'ai reçu un appel de l'UNESCO hier, » dit Philippe après un moment. « Ils veulent que la Fondation présente son programme lors d'une conférence internationale à Paris le mois prochain. »« C'est merveilleux, » répondit Élodie, sincèrement heureuse pour lui. « C'est votre programme qu'ils veulent entendre, Élodie. Votre approche avec Juliette, votre philosophie d'éducation, ils la trouvent révolutionnaire. » Elle rougit légèrement. « Ce n'est pas révolutionnaire, c'est juste humain. Et c'est précisément ce qui manque à tant de nos institutions. » Il posa sa tasse, la regardant avec intensité. « J'aimerais que vous présentiez la conférence, en tant que directrice du programme. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Paris, l'UNESCO, une conférence internationale. Elle, la simple fille de la Joliette qui nettoyait des sols il y a encore quelques mois. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-elle. « Bien sûr que vous pouvez. » Sa main se posa doucement sur la sienne. « Vous avez transformé la vie de ma fille, Élodie. Vous avez transformé cette maison. Vous m'avez transformé, moi. » Leurs regards se croisèrent, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui la fit frissonner, non pas de peur, mais d'une émotion qu'elle n'osait pas encore nommer. « Philippe !» commença-t-elle, mais elle fut interrompue par le retour de Juliette, rayonnante dans sa robe préférée. Plus tard, dans l'après-midi, après avoir visité l'école et passé 2 heures à construire des châteaux de sable sur la plage presque déserte de l'Arvoto, Élodie profita d'un moment de calme pour appeler Karim. Son frère était maintenant en dernière année de médecine, brillant dans ses études comme elle l'avait toujours su qu'il le ferait. « Alors, grande sœur, comment va la vie chez les princesses ?» demanda-t-il, après les salutations habituelles. Élodie sourit, observant Juliette qui dessinait paisiblement près d'elle. «
Chaque jour est une nouvelle aventure. Et toi, comment vont les études? Épuisantes, mais passionnantes. J'ai été accepté pour un stage à l'hôpital Timone l'année prochaine. Karim, c'est merveilleux, s'exclama-t-elle, fière de son petit frère. Tout ça, c'est grâce à toi, tu sais, dit-il, sa voix soudain sérieuse. Sans toi, sans ton sacrifice. Ne dis pas ça, l'interrompit-elle doucement. Ce n'était pas un sacrifice, c'était un choix. Et regarde où il m'a mené. Ils parlèrent encore quelques minutes, de leur mère qui se portait bien dans son nouvel appartement à Marseille, financé par Élodie, des nouvelles du quartier, des petits riens qui tissent la toile du quotidien. « Tu es heureuse, Élodie ?» demanda finalement Karim. La question la prit au dépourvu. Était-elle heureuse? Elle regarda autour d'elle, la mer étincelante, la petite fille concentrée sur son dessin, le soleil caressant sa peau. Elle pensa à Philippe, à ses yeux lorsqu'il la regardait, à la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps. « Oui, » répondit-elle simplement, « je suis heureuse. »« Maman serait fière, » dit Karim. Elle disait toujours que tu étais spécial, que tu étais destiné à quelque chose de grand. Elle disait aussi, répondit Élodie, la voix légèrement tremblante, même la poussière, sous la bonne lumière, peut briller comme de l'or. Cette nuit-là, après avoir couché Juliette, Élodie se retrouva dans les jardins, sous le ciel étoilé de Monaco. Les lumières de la ville scintillaient comme des joyaux sur le velours noir de la nuit, rivalisant avec les étoiles au-dessus d'elle. « Un sou pour vos pensées, » dit Philippe, s'approchant silencieusement. « Elles valent peut-être un peu plus maintenant, » plaisanta-t-elle avec un sourire. Il rit doucement, s'asseyant près d'elle sur le banc en pierre. « J'ai toujours aimé ce jardin. Élisabeth l'avait conçu elle-même, vous savez. Elle disait que c'était son petit coin de paradis sur terre. Elle devait être une femme extraordinaire, dit Élodie avec sincérité. Elle l'était. » Il regarda au loin, perdu dans ses souvenirs. « Mais vous savez ce qu'elle disait souvent? Que chaque fin est aussi un début. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire, jusqu'à maintenant. » Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement rompu par le doux murmure de la fontaine et le chant des grillons. « Élodie, » reprit-il finalement, se tournant vers elle. « J'ai passé des années à croire que ma richesse me donnait le contrôle, que le pouvoir résidait dans l'influence et les relations. Mais en vous regardant avec Juliette, j'ai réalisé que le véritable pouvoir réside dans la compassion, dans la capacité à toucher les cœurs. » Élodie sourit, émue par ces paroles. « Parfois, nous devons faire silence pour entendre ce que le cœur a toujours su. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre et quelque chose d'invisible mais de palpable passa entre eux. Une connexion, une promesse, un avenir possible. Plus tard, de retour dans son appartement, Élodie s'approcha de la fenêtre. La lune se reflétait sur la mer, traçant un chemin d'argent sur l'eau sombre. Elle pensa à son parcours, des ruelles de la Joliette au Salon doré de Monaco, des serpillières aux conférences internationales. Elle avait été invisible, inaudible, insignifiante. Mais maintenant, elle était plus que reconnue, elle était chérie, car même les invisibles portent une lumière dont le monde a désespérément besoin.